D'accord, très bien. Merci. Merci. Merci beaucoup à l'EHESS et à la Ligue des droits de l'homme de nous avoir invités aujourd'hui pour parler de ce sujet. Merci Isabelle d'avoir été l'étincelle entre nous tous. Je vais parler un petit peu de la situation des universitaires pour la paix en Turquie, mais évidemment, en fait, ce qui nous amène ensemble, ça a été la situation de guerre en Turquie. Donc, à travers en fait nos expériences, ce dont on peut parler, c'est vraiment une répression qui est beaucoup plus générale, avec beaucoup de violence. Moi, je suis une des 1128 premières vagues de signataires de la pétition qui a commencé à circuler en janvier. Engin Sustam est aussi un signataire. Ayşe Dayı aussi est une de nos collègues qui est en ce moment en visite ici. Pardon. Oui. Donc, Hamit Bozarslan aussi un des signataires depuis la France et Selim. Donc, on a tous des situations un petit peu différentes et ça reflète la réalité des universitaires pour la paix. On était 1128 premiers signataires, ensuite 2000, 89 universités partout en Turquie, des gens un petit peu de toutes les disciplines, des sciences sociales, des gens en biologie, en mathématiques, etc. Donc je vais juste faire un petit retour en arrière, un petit peu pour vous situer, et ensuite parler de la pétition, ce qui nous a poussé à signer cette pétition. Et j'aimerais commencer en fait par une marque chronologique. Aujourd'hui, nous sommes le 8 juin. Et l'année passée, le 7 et 8 juin 2015, certains d'entre nous avons été très heureux parce qu'on a eu des élections qui ont mené à l'entrée au Parlement pour la première fois en Turquie d'un parti qui était majoritairement kurde, mais qui représentait aussi beaucoup des minorités en Turquie, où il y avait beaucoup de femmes, il y avait des représentants des minorités sexuelles, il y avait des représentants des minorités religieuses et ethniques en Turquie. L'année passée, à cette époque, nous avons eu une grande joie et beaucoup d'espoir aussi, parce que pour la première fois en Turquie, le Parlement avait été représentatif de ce qu'est la Turquie, c'est-à-dire qu'on avait à peu près 40% des voix, un peu plus de 40% pour le AK Parti, qui est un parti islamique, nationaliste et néolibéral d'un point de vue économique, un peu moins de 20% pour le MHP, qui est un parti qui est nationaliste, on va dire un petit peu raciste, un peu moins de 20% pour le CHP, qui est plutôt centre, et 10% pour le HDP, où il y avait beaucoup de minorités différentes. Ce qui veut dire que l'année passée, nous avons été très heureux parce qu'on était représentatif de la Turquie, ce qui veut dire à peu près 70% de droite à extrême droite, avec un mélange de nationalisme et d'islamisme, un petit peu au centre, et une petite minorité à droite, à gauche. Nous avons été très heureux aussi parce que l'arrivée jusqu'aux élections a été très violente. On avait beaucoup peur de la fraude. Il y a eu beaucoup d'attaques racistes, surtout contre les représentants kurdes, avec 130 bureaux du HDP qui ont été brûlés un matin. Donc cette question du racisme, c'est quelque chose dont on doit vraiment parler, qui va en augmentant en Turquie toutes ces dernières années. Après un peu cette grande, ce moment qui a été important pour nous en tout cas, on a commencé en fait très vite à aller en bas de la pente. Un petit peu juste avant les élections, on a eu les attentats de Diyarbakır qui ont été faits contre des membres du HDP, où on a perdu certaines personnes et il y a eu énormément de blessés. Après les élections, on a eu les attentats de Suruç qui ont été directement ciblés des activistes pour la paix qui essayaient de passer en Syrie, dans les parties kurdes de la Syrie. Ensuite, la guerre a repris. En août, on a commencé à voir les couvre-feux dans toutes les régions kurdes de la Turquie. Donc en l'espace de 1 ou 2 mois déjà, on a vraiment dû faire face à une violence qui était orientée dans certaines régions du pays, mais aussi qui était un petit peu contre toutes les oppositions au AK Parti.
Ça nous a amené jusqu'à la deuxième élection en novembre où les résultats ont été plus ou moins similaires. Mais entre-temps, ce qu'on a dû vivre tous en tant que citoyens de la Turquie, ça a été une montée de la violence et une répression très forte de toute opposition en Turquie. Donc tout s'est passé très vite, comme je vous dis, ça c'est à peu près il y a une année, et l'année passée à cette époque-là, nous on pensait encore que le processus de paix allait se passer, qu'on allait pouvoir négocier pour les droits des minorités, que certains des grands traumatismes de notre histoire, on allait pouvoir commencer à en parler, mais malheureusement nous avons vu une très grande détérioration, et c'est un petit peu suite à tout ça que nous avons en tant qu'universitaires signé une pétition qui avait certaines demandes politiques très claires. Donc cette pétition que nous avons signée au début janvier tenait l'État turc responsable de la montée de la violence et avait quelques demandes politiques claires. Donc la première, c'était un retour au processus des négociations. La deuxième, c'était que des commissions soient créées pour qu'on sache d'où venait la violence, qui commettait les crimes, qui commettait les violations des droits, et aussi qu'il y ait un mécanisme de rétribution qui soit mis en place pour de dédommagement pour toutes les personnes qui souffraient du conflit. Suite à la pétition, oui. Pardon. D'accord, je continue. Donc la pétition a commencé à circuler le 6-7 juin, ensuite tout s'est passé très vite, de nouveau, on a fait une déclaration de presse pour la pétition, le président de la République a fait un discours public en traitant les universitaires de traîtres, de danger pour la nation, de pseudo-intellectuels, etc. Et ensuite, toute la machine, toute la bureaucratie universitaire s'est mise en place pour faire le nécessaire au sujet des universitaires, ce qui implique que nous avons été face à des mesures en tant qu'universitaires à 3 niveaux. Un niveau, ça a été nos relations avec les universités dans lesquelles on travaillait. Là, pour l'instant, il y a plus de 500 cas de procédures administratives avec une quarantaine de licenciements, des éloignements, etc. Donc Aïcha Daya a été licenciée, Engin a été licencié, moi j'ai été aussi licenciée de mon université. Ensuite, on a des procédures criminelles qui sont en cours. Donc, Selim va en parler un petit peu plus, mais on est accusé de différentes choses qui vont de l'insulte à la nation, à la propagande de terrorisme, ce qui implique toute une série de choses. Mais ces procès ne sont pas très ancrés, ils sont pas très rationnels. On ne sait pas tellement de quoi ou comment ils se passent. Donc, on va parler de l'aspect légal peut-être un petit peu plus tard. Et le troisième aspect auquel on a dû faire face, ça a été des menaces physiques. Donc les photos qui circulent sur Internet, les photos de nous qui circulent dans les médias locaux, des menaces physiques, certaines personnes qui ont dû quitter leur ville, qui ont dû quitter les institutions où ils travaillaient, avec ou des étudiants, des collègues qui attaquent les personnes et qui menacent les personnes physiquement. Et donc en ce moment, je pense que tous les universitaires qui ont signé cette pétition font face à ces 3 aspects. Donc des menaces physiques de la population, les relations avec les universités où on est en procès et des procès criminels où on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place, le réseau des universitaires pour la paix existait depuis 2012. C'est pas quelque chose qui a émergé avec cette pétition. Et la première fois où on s'est organisé en réseau, ça a été en 2012, quand il y a eu des révoltes dans les prisons en Turquie. Donc les prisonniers politiques qui se sont soulevés et qui ont commencé une grève de la faim. Il y avait 2 demandes politiques que ces prisonniers avaient proposaient. La première, c'était que Abdullah Öcalan puisse avoir accès à ses avocats. Et la deuxième demande politique, c'était que les prisonniers politiques puissent se défendre dans leur langue maternelle, qui est pour certains prisonniers le kurde. On était à peu près 240 à l'époque qui avaient trouvé ces demandes légitimes.
hein, parce que là finalement ce qu'on demande c'est quelque chose, c'est un droit, donc on n'est pas en train, enfin les personnes qui étaient en grève de la faim n'étaient pas en train de demander quelque chose d'absurde, ils étaient en train de demander que leurs droits soient respectés, et en tant qu'universitaire on était 240 à avoir signé une pétition en soutien des prisonniers politiques. Ensuite, pendant les 2 années entre 2012 et 2015, le réseau a continué à travailler. On avait des réunions de temps en temps, c'était un réseau qui marchait surtout sur Internet, avec certaines personnes qui étaient très impliquées dans la recherche en soutien du processus de paix qui avait commencé officiellement entre le gouvernement turc et les différents acteurs kurdes. Donc là, il y a de la recherche qui a été produite sur les processus de paix dans le monde, les différentes étapes à suivre, les timelines, etc., ce qu'on doit faire. Donc, quand on a signé cette pétition là maintenant, il y a quelques mois, en fait, il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas du tout impliquées dans ce réseau qui ont signé. Je pense que d'après ce dont on a parlé tous ensemble, c'est que beaucoup de personnes vraiment considèrent que cette guerre était absurde, qu'elle sert les buts en fait seulement du gouvernement, et que même si on savait que le processus de paix allait être très pénible et très difficile parce qu'il y a énormément de traumatismes en Turquie, dans l'histoire de la Turquie, de traumatismes auxquels on doit faire face en tant que société, on savait que ça allait pas être facile, on savait qu'il y a des régressions dans tous les processus de paix, mais par contre on était très motivés et on avait de l'espoir de pouvoir commencer à régler un petit peu ces questions-là. Donc je vais conclure juste en parlant de un petit peu la situation générale. Donc j'ai mentionné avant que nous, en tant qu'universitaires, on n'est ni les premiers ni les derniers à s'être manifestés ou à s'être manifestés en tant qu'opposition à la montée autoritaire du gouvernement en Turquie et contre la guerre et en soutien de toutes les minorités en Turquie qui historiquement ont été ou réprimées ou exterminées ou mises sous silence. Donc on n'est pas les premiers, les universitaires ne sont pas premiers ou les seuls, et c'est pour ça aussi que cette organisation aujourd'hui est très importante, parce qu'il y a des activistes avec les migrants, il y a des journalistes, il y a des avocats qui sont en prison, on a des étudiants qui sont en prison, donc c'est vraiment un problème qui touche la société beaucoup plus généralement. Mais pour conclure, je dirais qu'il y a certaines choses qui font très peur, en fait, un peu effrayantes en Turquie en ce moment. Moi, j'ai envie de dire que la première chose, c'est que ce qui se passe en Turquie, je pense que c'est très extrême, mais c'est un petit peu dans l'air du temps de ce qui se passe et dans la région, au Moyen-Orient en général, et un petit peu des développements qu'on voit en Europe, donc avec une militarisation très forte, avec des systèmes légaux qui sont en train d'être manipulés pour le service des États-nations et de la guerre, je pense vraiment de politique de guerre un petit peu partout, avec un retrait vraiment des considérations qu'on va avoir avec les droits de l'homme et la démocratie. Donc Erdogan ou ce qui se passe en Turquie, c'est très extrême, mais je pense qu'on doit vraiment le mettre en contexte de ce qui est en train de se passer et en Syrie, en Irak et dans la région et en Europe aussi. J'aimerais souligner que l'un des problèmes, je pense vraiment, qui est très important, c'est un racisme en Turquie qui est dirigé contre les Kurdes, contre différentes sortes de minorités. Donc c'est un racisme qui est ethnique, qui est racial, mais qui est aussi religieux, qui a à voir avec les minorités religieuses. Et ça, c'est quelque chose qui mène à des attaques et des violences qui sont très difficiles à contrer, parce qu'elles sont dans toute la société, en fait, dans beaucoup de membres un petit peu, et dans les institutions et chez les personnes. Il y a l'instrumentalisation du discours islamique, donc une utilisation d'un discours qui est religieux pour justifier certaines méthodes, mais qui est accompagné aussi d'un soutien à des groupes islamistes armés en Turquie et en dehors de la Turquie. Il y a un langage et un discours qui est contre les femmes, qui est patriarcal et qui à tous les niveaux s'attaque au corps des femmes, aux libertés des femmes, mais en même temps des violences qui sont sexuées, qui sont orientées contre les femmes, mais aussi les enfants et différentes minorités. Donc il y a une très grande violence qui est liée aux questions de genre et de sexualité.
Il y a beaucoup d'efforts qui sont mis en place pour réécrire l'histoire, pour reformuler l'histoire, pour effacer l'histoire, pour triturer l'histoire nationale turque. Et ce travail se fait à travers un nationalisme turc qui est en train d'être réinventé avec une sauce un peu islamique et ottomaniste, néo-ottomaniste. Donc un travail de mémoire et de réécriture de l'histoire qui est très dangereux parce que c'est l'un des aspects sur lesquels nous on travaillait. Il y a une destruction du système légal et de la confiance que les gens ont dans le système légal avec une unaccountability, je sais pas ce que c'est. Redevabilité. Un manque de redevabilité. Et ça, c'est l'une des choses qu'il faut souligner, c'est que les membres du HDP, l'une des raisons pour laquelle c'est très important pour nous qu'ils soient au Parlement, c'est qu'ils proposaient constamment la création de commissions pour les différents crimes qui ont été commis, que ce soit le meurtre du bâtonnier de Diyarbakır, Tahir Alçı, les attentats de Suruç de Diyarbakır, les violences contre les femmes. Donc on avait au Parlement un groupe qui demandait vraiment qu'on soit redevable pour les violations des droits. Donc ça, c'est un grand problème. En parallèle de un petit peu l'instrumentalisation du système légal, il y a aussi une réorganisation du système éducatif dès le bas, avec une islamisation des institutions et l'imposition en fait de nouvelles normes sur lesquelles on n'a pas beaucoup de contrôle. Il y a un néolibéralisme à outrance. 2 minutes, oui, j'ai bientôt fini. Merci Isabelle. Donc les politiques, en fait, toutes les politiques que nous sommes en train de vivre, que ce soit les répressions contre les femmes, contre les universitaires, les journalistes, les groupes d'opposition, sont à chaque fois et toujours accompagnés par le vol de propriété. Donc que ce soit brûler les forêts au Kurdistan, que ce soit détruire des villes entières et ensuite directement commencer à reconstruire sous l'égide de l'État des documents, des bâtiments. Donc il y a en fait dans tous ces processus de répression quelque chose qui est lié très fort avec le capital et la propriété. Donc les propriétés des personnes, les communs qui sont en train d'être volés par le gouvernement. Un anti-intellectualisme très fort avec Hamid Hoxha, on en avait parlé, Hamid Bozarslan, qui soulignait qu'il y a quelque chose qui est plus du tout rationnel dans la façon dont les décisions sont prises et les politiques sont mises en avant. Donc un anti-intellectualisme très fort et vraiment un manque de rationalité dans les décisions politiques, dans les décisions qui ont à voir avec l'éducation, avec le droit ou les différents sujets qui nous concernent. Donc on va pas finir peut-être sur ces notes qui sont pas du tout encourageantes. Je pense que la résistance continue. Nous on est en contact avec des collègues qui sont en Syrie, des collègues qui sont en Égypte. En Europe, en tant qu'universitaires, nous avons eu énormément de soutien d'universitaires en France, en Suisse, en Angleterre, en Allemagne, etc. Nous on aimerait vraiment utiliser ce soutien et ces réseaux pour créer un mouvement qui soit vraiment peut-être plus grand que nous tous, qui a à voir et avec les libertés de penser, avec la pensée critique, mais aussi faire monter un mouvement qui est contre la guerre à un niveau global dans la région. Et on sait que dans ce mouvement pour la guerre, tous les gouvernements européens sont impliqués, parmi évidemment aussi les gouvernements qui ne sont pas européens. Donc on insiste sur la résistance, sur la solidarité qui soit horizontale, qui se passe entre les personnes et sans passer trop par les institutions, parce que les institutions et surtout les institutions étatiques, en tout cas pour nous, ont tendance à être un petit peu font partie de la répression qui nous concerne, donc de vraiment développer des réseaux de solidarité qui soient horizontaux.